crois qu'on aime tous les histoires. Lorsque j'étais petite, je pouvais absolument pas m'endormir sans que ma mère m'ait lu une histoire. C'est vraiment ancré en nous depuis toujours. Mais on aime bien sûr les bonnes histoires, bien racontées, qui nous touchent émotionnellement. Pas le récit de l'enchaînement des activités qu'a fait ta collègue en vacances. J'ai lu Storyworthy, le best-seller de Matthew Dix, et je vais partager avec vous tout ce que j'ai appris dans ce livre. Enfin, pas tout, parce que j'aimerais bien que vous le lisiez quand même, il est génial. Et si vous êtes plutôt vidéo, allez sur la chaîne YouTube Storyworthy, sur laquelle il raconte les histoires justement en vidéo. Ce livre n'est absolument pas réservé à des personnes qui souhaitent monter sur scène et raconter des histoires. Vous verrez que ces conseils sont utiles pour tout le monde, car ils s'appliquent à presque toutes les situations de la vie de tous les jours. Que ce soit pour passer un entretien d'embauche, pour ta présentation devant la classe ou alors lors de ta réunion le lundi matin, pour un premier date et même pour un appel avec tes grands-parents. Ce livre est une mine de conseils pratiques pour capter et garder l'attention, mais aussi pour savoir persuader, pour développer une meilleure éloquence, mais aussi pour toujours avoir quelque chose à raconter, et ce grâce au pouvoir du storytelling. Storyworthy est composé de 3 parties et je vais suivre cet ordre logique pour partager avec vous les conseils que j'ai retenus. Un sommaire détaillé sera d'ailleurs disponible en barre d'infos si vous souhaitez revenir sur un point en particulier. Première partie, trouver son histoire. Deuxième partie, élaborer son histoire. Troisième partie, raconter son histoire. Commençons par le commencement, comment trouver de bonnes histoires. L'auteur propose 3 exercices pour pouvoir trouver des histoires à raconter, mais ce sont également des exercices qui se rapprochent beaucoup du développement personnel et qui permettent de se sentir mieux. Donc je vous conseille de le faire même si vous voulez pas raconter d'histoire. Le premier s'appelle Homework for Life. J'en ai déjà brièvement parlé dans une vidéo. Il s'agit de s'asseoir tous les soirs et de se demander si je devais raconter une histoire courte de 5 minutes à propos de quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui, quel moment de la journée je choisirais? Quelle est mon histoire du jour? Quelle est la chose qui a rendu cette journée différente d'une autre? Et ensuite t'écris ta réponse. Ce qu'il faut toujours faire, c'est noter le lieu dans lequel s'est déroulée l'histoire, le jour, et ensuite tu racontes pas en mode journaling ou journal intime, tu racontes vraiment avec des mots-clés et des petites phrases, ça doit tenir en 2-3 lignes maximum. Et cette habitude peut vraiment changer notre manière de penser et notre manière de vivre. Parce qu'on n'est plus disposé à tester de nouvelles choses justement pour avoir cette fameuse histoire de 5 minutes à pouvoir raconter le soir. On garde notre esprit très curieux, très éveillé et on vit davantage le moment présent. Tu peux écrire ça dans un carnet, tu peux écrire ça sur ton téléphone et ça te permet d'avoir une liste de tous les jours et de toutes les choses qui se sont déroulées, et tu vas ensuite pouvoir raconter ça à tes amis, mais également plus tard à tes enfants, à tes petits-enfants. On pense qu'on va se souvenir de tout alors que notre cerveau est constamment en train de faire des sélections, et le fait de noter juste quelques mots-clés te permet en un clin d'œil de te souvenir de l'histoire. Ça prend seulement 5 minutes tous les soirs et je pense que c'est très enrichissant de faire ça sur le long terme. Deuxième exercice, ça s'appelle Crash and Burn. Ma tisane commence à être bien trop infusée, mais je suis trop bien installée pour aller jeter le sachet. Cet exercice demande un petit peu plus de temps, 10-15 minutes, alors que le premier demandait que 5 minutes, mais c'est un exercice que je vous conseille à tous si vous avez des moments de doute, si vous vous sentez un petit peu oppressé, un petit peu perdu, que vous vous sentez pas très bien, mais vous savez pas trop pourquoi, vous sauriez pas exprimer pourquoi, cet exercice est fait pour vous. C'est important de le faire à l'écrit. Tu t'assieds pendant 10-15 minutes, tu ouvres ton carnet, tu prends un stylo et tu notes absolument tout ce qui te passe par la tête. L'idée c'est 1. De ne jamais rester bloqué sur une idée. Si il te vient une autre idée à l'esprit, ne cherche pas à terminer la première idée, passe directement à la suivante. Deuxième règle, tu ne dois absolument pas juger les pensées qui te viennent en tête. Tu notes absolument tout, même ce qui te paraît un petit peu bizarre, incongru, qui n'est pas en accord avec tes valeurs, tu notes tout sans aucun jugement. Et en étant durant la phase d'écriture très détaché de ce que tu es en train d'écrire. Tu laisses simplement tes pensées s'exprimer à travers ton stylo. Et troisième règle, tu ne peux pas autoriser ton stylo à s'arrêter de bouger. Pendant 10 ou 15 minutes, tu dois écrire sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et justement, lorsque tu ne sais plus quoi écrire, Matthew Dix propose 2 solutions. La première, c'est d'écrire des couleurs. Jaune, vert, rouge, bleu, le ciel est bleu, ça me rappelle une après-midi d'enfance justement lorsque le ciel était sans nuages, etc. Et voilà, ça va te revenir. Ou alors tu écris avec des chiffres, 1, 2, 3, 4. Lorsque j'étais enfant, j'avais 4 copines, dont une qui était ma meilleure amie. Nous nous sommes disputées. Pourquoi cet exercice est intéressant? Eh bien parce que dans notre cerveau, nous avons des cases que nous avons refermées, des souvenirs qui sont vraiment enfouis. Et en fait, dans cet exercice, on laisse complètement notre inconscient parler. On est
en toute vulnérabilité et comme on ne se juge pas, on écrit vraiment tout ce qui nous passe par la tête et on a voilà des souvenirs d'enfance qui remontent. Et justement, c'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire parce que ça permet de mettre le doigt sur certaines angoisses, sur certains blocages, des choses inavouables, des choses que l'on ne comprend pas. Et à terme, ça permet justement de mieux se connaître, de pouvoir mieux se comprendre et pouvoir ajuster en fonction. Durant cette vidéo, je vous mettrai plusieurs citations, mais il y en a une qui m'a beaucoup marquée. Nous sommes la somme de nos expériences, l'aboutissement de tout ce qui est arrivé avant. Plus nous en savons sur notre passé, mieux nous nous connaissons nous-mêmes. Plus notre mémoire est grande, plus notre récit personnel devient complet. Notre vie commence à se sentir pleine, complète et importante. C'est pas nouveau, il n'a rien découvert, mais c'est simplement purement vrai. Maintenant, nous passons au troisième exercice qui s'appelle First, Last, Best, Worst. Le premier, le dernier, le meilleur, le pire. C'est un exercice qui a été donné à l'auteur par la directrice artistique de The Moth. On le dit comme ça qui s'appelle Catherine Burns. Et en exemple concret, tu peux prendre le mot bisou. Ton premier bisou, ton dernier bisou, ton meilleur baiser et ton pire baiser. Et tu fais ça pour plusieurs mots. Tu peux faire avec voyage, tu peux faire avec ami, tu peux le faire avec des tas de choses. Et en fait, si tu as des mots qui reviennent dans plusieurs entrées, eh bien c'est une potentielle histoire. Ça va te remémorer certains moments de ta vie et donc de potentielles histoires. Maintenant que nous avons toutes les clés en main pour trouver de bonnes histoires, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo, élaborer, construire, rédiger son histoire. Matthew Dix nous explique qu'une histoire c'est en réalité un moment de 5 secondes. C'est l'instant d'une vraie réalisation, d'une révélation, d'une transformation. Ce moment est souvent difficile à trouver, mais si vous ne l'avez pas, vous n'avez pas vraiment une histoire, vous avez sûrement une anecdote. Il nous donne d'ailleurs un exemple concret très parlant que j'ai noté. Non, visiter la Tanzanie n'est pas une histoire. Votre capacité à voyager dans le monde ne signifie pas que vous pouvez raconter une bonne histoire ou même avoir une bonne histoire à raconter. Mais si quelque chose s'est produit en Tanzanie qui vous a changé d'une manière profonde et fondamentale, alors vous pourriez avoir une histoire. Si vous avez vécu un moment de 5 secondes en Tanzanie, vous pourriez avoir quelque chose. Pensez à ceci, si nous retirons la Tanzanie de l'histoire, avez-vous encore une histoire digne d'être racontée? L'auteur nous apprend que le changement est un élément clé d'une bonne histoire. C'est ce qui touche ceux à qui vous la racontez. Et pour trouver ces moments de 5 secondes, recherchez ces moments durant lesquels vous avez senti votre cœur battre. C'est vraiment le moment durant lequel quelque chose a changé pour toujours, même si ce moment est effectivement minuscule par rapport au reste de l'histoire. Et d'ailleurs, le reste de l'histoire est conçu pour servir ce moment de 5 secondes. Et il doit d'ailleurs arriver le plus près possible de la fin de l'histoire, et parfois ça va même être la dernière phrase de votre histoire. C'est ce qui va permettre à la personne qui vous écoute de tirer une leçon de votre histoire et d'être ému. Donc ne l'annoncez pas dès le début parce que le reste de l'histoire n'aura plus d'importance. Enlevez tout le superflu, tous les détails inutiles qui ne servent pas ce moment significatif. Ces détails qui vous font vous noyer dans votre histoire et vous éparpiller. Maintenant que vous avez trouvé votre moment singulier, vous avez donc la fin de l'histoire et il faut trouver le début de l'histoire. Et souvent, c'est encore plus compliqué de trouver le début que de trouver la fin. Mais la technique que donne l'auteur pour trouver un bon début d'histoire, c'est de penser à l'opposé du changement qui s'est passé suite à vos 5 secondes. Trouvez l'opposé de cette transformation, de cette réalisation, de cette révélation et construisez le début de votre histoire autour de ça. Parce que ça permettra de voir une évolution dans votre manière d'être, dans votre manière de penser, votre évolution à vous. J'étais autrefois cela, maintenant je suis ceci. J'ai déjà pensé ça, mais maintenant je pense ça. J'ai déjà ressenti ça, mais maintenant je ressens ça. Et un autre conseil que j'ai relevé pour le début de l'histoire, c'est d'être en mouvement. Pensez par exemple aux films qu'on regarde au cinéma ou même à nos séries. Souvent, au début de l'histoire, le personnage est en mouvement. La personne en général va se déplacer. Elle va conduire, marcher, courir, nager, ramper. Et c'est une invitation à ce que l'audience vienne dans ce mouvement. Ça embarque la personne à qui vous racontez l'histoire. Donc si déjà tu as trouvé ton moment de 5 secondes et qu'il représente un vrai moment de réalisation, de transformation ou de révélation, c'est une bonne chose. Si en plus tu as trouvé
le bon début de l'histoire, qui doit être l'opposé justement, c'est encore mieux. Et maintenant, il te reste le cœur de l'histoire, qui s'appelle l'arc, parce que tu arrives d'un point A et tu vas vers un point B qui est opposé et tu dois créer cet arc harmonieux dans lequel ton audience doit rester captivée. Et c'est aussi durant cet arc que tu vas pouvoir les faire rire, les faire pleurer, les faire ressentir des choses. Matthew Dicks nous donne 5 outils pour réussir à garder son histoire captivante. Premier outil, l'éléphant. Chaque histoire doit avoir un éléphant. C'est la chose que tout le monde dans la salle peut voir. Il est grand, il est clair, il est évident. C'est un énoncé très clair du besoin ou du problème. L'éléphant annonce au public à quoi il peut s'attendre. Et puisque le problème est clair, ça laisse la possibilité à votre audience de deviner ce qui va se passer, de faire des suppositions, de faire des prédictions, de se demander quelle est la suite, d'être un petit peu plus impliqué dès le début. Deuxième outil, le backpack, le sac à dos. Un sac à dos, c'est une stratégie qui permet d'augmenter l'anticipation du moment à venir. Ça permet de faire en sorte que le public se demande ce qui va se passer par la suite. Et ça permet aussi de faire vivre à votre interlocuteur la même émotion que celle que vous avez vécue au moment qui va être décrit. Prenez par exemple La Casa de Papel. Dans cette série, le professeur annonce déjà tout le plan qu'il a élaboré. Il énonce très clairement toutes les stratégies qu'il a mises en place, tout le déroulé de toutes les scènes. On connaît le plan. Et c'est tellement bien réfléchi, il nous donne tellement de détails qu'on veut y croire, qu'on a envie que ce plan fonctionne. Et on se demande si ça va être le cas. Mais d'un autre côté, on n'a pas envie que ça se passe comme sur des roulettes, que ça se passe aussi facilement que ça. Parce que c'est un fait, on a envie de voir les personnages réussir, mais on n'a pas envie de les voir réussir facilement. On veut les voir un petit peu galérer. Parce que personne ne réussit absolument parfaitement tout ce qu'il entreprend. C'est pas humain, donc on peut pas vraiment s'identifier au personnage. Personne ne réussit sans embûches. Et pour que la personne en face de vous soit impliquée émotionnellement dans votre histoire, il faut avoir une part de vulnérabilité et lui montrer vos failles, lui montrer les choses qui n'ont pas fonctionné. Troisième stratégie, celle-ci je l'adore, breadcrumbs. Dans son histoire Voleur de charité, Matthew Dicks est arrêté à une station car il n'a plus d'essence dans sa voiture, mais il est bloqué ici, il peut absolument pas repartir parce qu'il n'a pas de carte bleue, pas d'argent, pas de téléphone portable et personne ne veut l'aider dans la station essence. Il regarde sur la plage arrière de sa voiture et il voit son uniforme de travailleur McDonald's et lui vint soudain une idée. Ça, c'est le breadcrumb, de voir l'uniforme. Et nous, au moment où on écoute ou alors qu'on lit l'histoire, eh bien on fait des suppositions dans notre tête. On attend la prochaine phrase, on a peut-être une idée en tête et on veut savoir s'il a eu la même que la nôtre. Et là où c'est puissant, c'est lorsque le breadcrumb fait supposer une idée à l'audience qui est tout à fait différente de l'idée que le personnage va vraiment avoir, parce que ça crée encore une fois la surprise. Quatrième outil, Hourglass, le sablier. Je prends mon temps. Parce qu'après avoir donné le breadcrumb, l'audience veut absolument savoir ce qu'il se passe. Que va-t-il faire avec son uniforme McDonald's? Quelle est son idée? Et là, l'orateur maintient le suspense. Il tient l'audience en haleine en ralentissant la cadence. En l'occurrence, dans cette histoire, Matthew Dicks sonne à la porte de quelqu'un dans son uniforme de McDonald's. Un homme lui ouvre la porte et avant que cet homme ait pu parler, on a le droit à une description tout à fait lourde, répétitive et détaillée de l'homme qui ouvre la porte. Et alors justement, on a dit qu'il fallait pas donner de détails superflus. Cependant, en l'occurrence, c'est une stratégie qui permet de garder l'attention. Parce que si tu donnes tout de suite l'idée du personnage, limite t'es un petit peu frustré, tu vois. Alors que si tu gardes l'audience en haleine, elle veut encore plus savoir ce qui se passe. Donc là, pour le coup, cette description longue, lourde et détaillée est au service de l'histoire. Cinquième outil, Crystal Balls, les boules de cristal. C'est une fausse prédiction faite par le narrateur pour amener l'audience à se demander si la prédiction se réalisera ou non. Mais attention, il faut que ces prédictions soient possibles, qu'elles soient envisageables. Par exemple, si je vous dis j'ai rencontré Ryan Gosling et je me suis tout de suite demandé va-t-il m'inviter à dîner? La prédiction semble impossible. Vous n'allez pas vous demander ah est-ce que ça s'est vraiment passé parce que vous êtes sûr à 99,999% de chance que non. Passons à la partie le cinéma de l'esprit. Un bon storyteller doit pouvoir créer un film dans la tête de son audience. Et pour ça, premier conseil pratique, donne toujours un lieu pour chaque moment de ton histoire.
Ne dis pas hier j'ai rencontré ma meilleure amie et il s'est passé ça. Dis hier j'étais en train de marcher dans Paris et j'ai rencontré ma meilleure amie. Hier j'étais au supermarché et j'ai rencontré ma meilleure amie. Parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir visualiser et de se créer un film quand on a un lieu bien précis. À partir du moment où l'audience ne peut plus vous imaginer dans son esprit, ça casse le film dans sa tête. Autre point pratique très important que vous ne devez plus faire dans vos présentations, à l'école, au travail, en date, peu importe, c'est d'utiliser constamment le mot « et ». Matthew Dix dit que c'est une grave erreur. À la place d'utiliser le mot « et », il faut utiliser les mots « mais » et « donc » ou tous les synonymes qui s'en suivent, par conséquent, alors, et voilà. Mais évitez absolument le mot « et ». Pourquoi? Parce que le mot « et » n'est pas en mouvement. Le mot « et » c'est comme courir sur un tapis de course à la salle. Les phrases et les scènes arrivent les unes après les autres. Mais il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment d'évolution. Alors qu'avec les mots « mais » et « par conséquent », il y a une opposition, il y a une évolution, il y a un changement, on avance dans l'histoire. Et ça n'est pas toujours au même rythme. L'histoire prenait une direction, mais maintenant elle en prend une nouvelle. Appliquez le principe du mais et alors dans vos stories, qu'elles soient formelles ou anecdotiques, feront de vous le genre de personne que les gens ont envie d'écouter. Ce qu'il ne faut absolument pas faire, c'est ce que font la plupart des gens lorsqu'ils rentrent de vacances, c'est absolument génial. On est allé ici et c'était super. Et ensuite on est allé là et c'était absolument magnifique. Et ensuite on est allé là et c'était merveilleux. Et il rajoute même, ah et ici on a mangé ça, c'était super bon. Ici on a fait ça, c'était incroyable. Et voilà, c'est simplement une accumulation d'activités, de repas, et au final il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est pas très captivant. Et si tu l'as pas personnellement vécu, tu peux pas vraiment te l'imaginer et tu t'en moques un petit peu. Donc ne soyez pas cette personne qui raconte ses vacances en accumulation d'activités comme ça. Au moins utilisez mais et alors. Je dis ça, je le faisais aussi, hein, et c'est pour ça que c'est hyper enrichissant de lire ce genre de livre qui donne des conseils tellement pratique parce que ça te permet de t'améliorer en tant que personne, de devenir plus intéressante et ça te fait réaliser des choses, tu te dis ah je vais le faire autrement maintenant. Autre conseil pratique que nous donne l'auteur, tu peux utiliser l'humour dans ton histoire, tu peux faire rire les gens avant de raconter quelque chose de triste pour qu'ils soient encore plus touchés. Tu peux également faire rire les gens après un moment très tendu parce que justement il faut un bon rire, ça détend l'atmosphère, mais tu devrais toujours terminer ton histoire avec quelque chose d'émouvant, avec le cœur et en te mettant à nu devant l'audience, avec beaucoup de vulnérabilité, parce que c'est ça qui connecte les gens, c'est la vulnérabilité, c'est de montrer que tu es humain, que tu es comme eux, que tu as des sentiments et ne pas te cacher derrière une carapace. C'est ça qui crée la connexion avec l'audience. Voilà pour l'élaboration de ton histoire. Troisième partie, très rapidement, puisqu'elle l'est également dans le livre, raconter son histoire. Là, il nous donne des conseils extrêmement précis. Je vous ai déjà parlé du fait qu'il faut toujours annoncer le lieu dans lequel on se trouve pour chaque moment de l'histoire, mais vous devez également donner des indications au niveau des sens pour emmener les personnes avec vous dans ce lieu. Faites appel au son, faites appel aux odeurs, des choses qui peuvent faire en sorte que la personne soit complètement immergée avec vous et puisse justement se créer ce fameux cinéma, cette histoire dans sa tête. Utilisez le présent simple. Quand tu parles au présent, tu emmènes directement les gens avec toi au moment où ça s'est passé. Ils ont vraiment l'impression de vivre l'expérience avec toi. Alors que si tu le racontes au passé, tu ne les emmènes pas complètement dans ce moment-là. Ils sont pas en train de le vivre avec toi. Ensuite, pendant que tu racontes ton histoire, tu dois toi-même la visualiser parce que ça te permettra de beaucoup mieux la raconter. Souviens-toi des émotions et essaie de revivre ton histoire au moment où tu la racontes. Autre chose, ne répète jamais devant un miroir, que ce soit pour tes présentations, pour un entretien d'embauche, pour une présentation professionnelle devant toute ton équipe, pour un exposé que tu vas faire en cours, ne répète jamais devant ton miroir. Parce que lorsque tu fais ta présentation, tu ne te regardes jamais. Et en réalité, la seule personne que tu ne vois pas lorsque tu parles, eh bien c'est toi. Donc ça pourrait complètement te perturber de t'habituer à répéter devant un miroir pour au final arriver le jour J et voir
toutes ces personnes qui ont les yeux rivés sur toi. Alors tu peux tout à fait t'exercer pour tes présentations devant des personnes, devant des photos de personnes, même il le préconisait, et également devant un mur, tout sauf toi, parce que tu devrais pas te soucier de ce à quoi tu ressembles, tu devrais te soucier de ton vocabulaire, tu devrais te soucier de ton ton, mais absolument pas de ton physique. C'est pas ça qui est important, c'est les mots que tu es en train de dire qui ont de l'importance. Et je voudrais terminer cette vidéo avec une phrase que je trouve extrêmement percutante et qui résume très bien le principe de raconter une bonne histoire. L'ascension du mont Everest est une histoire d'aventure. Changer sa vie en gravissant le mont Everest est une grande histoire. Si vous avez envie de savoir ce qui s'est passé avec l'uniforme de McDonald's, l'idée qui lui est passée par la tête pour enfin ne plus être bloqué dans cette station essence, je vous invite à lire ce livre. Comme je vous le disais, l'histoire est racontée sur la chaîne YouTube Storytelling si ça vous intéresse, que vous voulez le savoir tout de suite. C'est un livre grâce auquel j'ai appris énormément de choses. Je ne vous ai donné qu'un petit échantillon de toute la richesse qu'il contient. Il est super fun, très facile à lire. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me donner une autre suggestion. Un livre un petit peu axé développement personnel, bien-être, que je pourrais lire et analyser dans une vidéo YouTube le mois prochain. On se retrouve dimanche pour un vlog. Je vous embrasse très fort, donc on se rejoint dimanche à 10 h du matin sur YouTube ou tout de suite sur Instagram. Bye!